Bonjour, aujourd'hui je reçois Hélène Nicolet. Bonjour Hélène. Bonjour Daniel. Alors Hélène, on refait une petite présentation rapide. Tu es détective des mémoires transgénérationnelles, tu es auteure, conférencière, formatrice, tu accompagnes les personnes. Mais aujourd'hui, tu as souhaité nous parler du sentiment d'illégitimité et son rapport avec le transgénérationnel. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire le sentiment d'illégitimité dans la réflexion derrière pour toi? Hmm. L'illégitimité, elle vient se nicher dans beaucoup de secteurs de notre vie. Et certaines personnes, certains clans sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Être légitime, ça vient nous poser question quelquefois dans la sphère professionnelle, dans la sphère du couple, dans la place dans un rang de fratrie. Est-ce que je suis légitime pour prendre une décision pour mes frères ou sœurs? Est-ce que je suis légitime pour prendre une décision par rapport à mes parents? Donc la notion de légitimité et donc d'illégitimité, elle s'inscrit en nous, alors des fois très tôt hein, dans la vie, hein, de l'enfant illégitime, on en parlera beaucoup, le bâtard, mais aussi j'en rencontre beaucoup, des vies doubles où un ancêtre, un parent, un père a vécu deux couples avec dans l'impossibilité de choisir. Donc il avait un couple officiel, légitime, et une deuxième vie, une deuxième famille. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Ça fait partie des secrets. Et donc, cette légitimité, elle va s'interroger beaucoup aussi par rapport à nos blessures. Certains vont coupler l'illégitimité ressentie avec une blessure de rejet, d'abandon, d'injustice. Voilà, ces blessures vont réveiller des histoires, souvent bien cachées dans le clan, sur deux, trois, quatre générations, voire plus. Voilà. Je pense qu'on baigne aussi dans l'inconscient collectif. Il ne faut pas oublier que beaucoup de rois, d'empereurs, étaient légitimement portés sur le trône ou illégitimement. Et voilà, donc ça aussi, on baigne dans cette histoire qui n'est pas forcément toute solutionnée. Voilà. Oui, en effet, donc là, ça ouvre vraiment le spectre dans la définition de l'illégitimité. On va revenir peut-être aujourd'hui, au présent. Qu'est-ce que ça peut apporter? Déjà, on va partir d'aujourd'hui peut-être pour remonter. Qu'est-ce que ça apporte à une personne? Quelles sont les définitions d'une personne ou les caractéristiques pardon, d'une personne qui vit dans ce sentiment d'illégitimité? Parce qu'on le voit, comme tu l'as défini, ça peut être dans la sphère familiale, sociale, privée, Oui, professionnelle, relationnelle. C'est vraiment large. Et ça impacte beaucoup. Oui. voilà, quels sont peut-être, pour partir de la définition du présent, pour pouvoir remonter, pour pouvoir aussi aider ceux qui nous Mm. regardent à mieux comprendre ce sentiment, parce que on peut se dire, oui, mais moi, je ne me pose pas la question, tu vois. Oui. Certains vont jamais se poser la question d'ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire Même, que, voilà, mais est-ce que ça veut même dire au que, sein, même au oui, sein d'une fratrie, hein, il va y en avoir un qui se sent illégitime et un autre qui va se sentir complètement légitime de faire ce qu'il fait. Hein, c'est très intéressant aussi ça. Ouais. Alors déjà, la définition, c'est vraiment la légitimité, c'est la qualité de ce qui est fondé en droit. Mais c'est un groupe, c'est la société qui a décrété que telle chose était légitime et d'autres choses non. Donc du coup, le clan familial aussi, la famille va au sein de sa sphère familiale, du groupe, va décréter que certaines choses sont bien ou pas bien. Il y a une notion de jugement hein, derrière la légitimité, beaucoup. Il va y avoir, comment dire, euh, déjà des synonymes qui peuvent éclairer aussi, parce que ça vient titiller notre histoire bien souvent. Derrière la légitimité ou l'illégitimité, il va y avoir un sentiment d'équité ou d'inéquité, d'égalité, de justice, et puis la légalité, la loi. Donc la loi sociale de la société, du groupe, du pays, mais aussi la loi familiale. Et Dieu sait qu'elle est vraiment présente, cette loi familiale, très puissante.
On va autoriser dans certains clans des choses, et puis d'autres, pas du tout. Donc, dans certains clans où, par exemple, la vie amoureuse est un petit peu plus tolérée dans sa liberté d'expression, eh bien, on va accepter des illégitimes, des femmes qui ne sont pas dans la sphère officielle. Parce que le clan, parce que le grand-père, l'arrière-grand-père était peut-être un peu volage, on était habitué à ses maîtresses, et donc du coup, ça devient presque légitime d'avoir une vie double. Et puis, il y a d'autres clans où il y a le moindre écart à la loi, parce que certainement, en remontant très haut, on s'est aperçu que la loi avait été bafouée, et donc on est rentré dans une période rigoriste après, très rigide, où on peut avoir des hommes de loi, des policiers, des avocats, des juges, et puis une intransigeance par rapport justement à cette loi qui ne doit en aucun cas être bafouée. Donc, en fait, chaque clan a sa définition de légitimité. Alors, officiellement, on va prendre certaines bases, comme l'enfant illégitime est conçu hors mariage. Et puis, après, ben, chaque famille va un petit peu, voilà, parce qu'il y a des enfants illégitimes dans certains clans où ça ne pose aucun problème. C'est même habituel. Et d'ailleurs, même à une époque où ça ne se faisait pas, moi j'ai vu des mariages qui se faisaient après la naissance des enfants, même au temps des grands-parents, des arrière-grands-parents. Hein, donc il y a aussi une adaptation de chaque clan. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que quand quelqu'un me dit, ben moi, je voudrais travailler ma légitimité à faire ça, 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 on va toujours se baser sur la loi familiale pour voir quelles sont les règles établies tacitement, inconsciemment dans ce clan. Il y a Hein, pardon, je te coupe. Il y a les lois familiales, mais il y a aussi toute la régie culturelle de l'époque. Tu parlais oui, d'enfants hors mariage, on peut remonter quelques siècles en arrière, c'était commun. C'était vraiment commun. Si on regarde oui, les traçabilités, les archives ou autres, on peut voir qu'il y avait même des oui, mariages oui, post-naissance, parce que c'était vraiment oui, dans le commun de la société. Il n'y avait pas le même regard aussi. oui. Alors, il n'y avait pas le même regard et pourtant il était déjà très, très, très violent. C'était les bâtards. Voilà. Et donc, les bâtards, il n'y a pas si loin que ça, hein, la loi interdisait qu'ils héritent, même si les parents se mariaient et même si les parents avaient d'autres enfants après. Voilà. Hein, donc, bâtard, l'étiquette les poursuivait quand même tout le temps. Bah, chez les rois, on l'a vu. Hein, il y avait les rois qui auraient pu être rois, mais qui étaient bâtards et qui n'ont pas accédé. Et donc, la bâtardise, elle interdisait donc d'hériter. Et puis, cet enfant qui était conçu ou né hors mariage ben, n'était pas considéré comme le numéro un par la loi. Et donc, c'était l'enfant suivant qui héritait, donc en tant que numéro un. Donc cet enfant, il n'avait pas de place. À une époque, c'était compliqué. Donc ça, c'est resté aussi. Alors, ça a changé aujourd'hui, parce que maintenant, c'est courant aussi d'avoir des enfants hors mariage, mais il faut quand même comprendre qu'on baigne encore dans cet inconscient collectif. Ou d'ailleurs, hein, il y a certains jeunes encore qui me disent, ah ben on a fêté Pâques avant Noël ou on a voilà, donc il y a encore des dictons comme ça qui font prendre conscience que c'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, hein. Donc oui, c'était courant parce qu'il n'y avait pas de contraception avant, mais pour autant l'enfant n'était pas super bien dans ses baskets, si j'ose dire. Donc, quand on reparle de la notion d'équité, de légalité, etc., ces personnes-là qui se sentent illégitimes, elles ont aussi ces mots-là qui viennent dans leur vocabulaire, dans leur ressenti. Hein. Il n'y a pas de justice. C'est des gens qui peuvent être très vite réactifs à la moindre injustice ou qu'ils qualifient d'injustice alors que quelqu'un d'autre n'aurait pas du tout cet adjectif-là à la bouche. Voilà. Hein, donc cette illégitimité, c'est des personnes souvent qui sont à fleur de peau.
qui sont très sensibles au qu'en dira-t-on, beaucoup, beaucoup, hein, qui vont être vivement impactés si ils ont la sensation qu'on parle dans leur dos ou qu'on ne les voit pas capables, etc. Voilà. Faut savoir aussi que l'enfant illégitime, conçu ou né hors mariage, euh, il se posera toujours la question s'il porte le bon nom de famille. Donc, si la maman lui a donné son nom, il ne sait pas qui est le père. Donc, il y a un côté aussi non reconnu. Donc, il va quitter toute sa vie une reconnaissance sociale, professionnelle. C'est des personnes qui peuvent en faire beaucoup, trop, s'épuiser à obtenir l'aval d'un père qui ne les a pas reconnus et qui ne le reconnaîtra peut-être jamais. Et puis, si la maman se marie avec un homme qui accepte une femme avec un enfant, par exemple, ou une femme enceinte, cet homme n'est peut-être pas le père. Cet enfant va porter le nom de ce beau-père qui deviendra son père, puisqu'il n'y a pas de père. Voilà. Et donc, c'est une personne qui va donner son nom comme un cadeau. Et certains hommes vont demander à ce que l'enfant aussi soit rebaptisé sur le prénom. Donc, c'est un enfant qui, à 6 mois, 2 ans, 4 ans, 10 ans, peut changer complètement d'identité, donc de nom et de prénom. Donc là aussi, c'est un impact énorme, en sachant qu'on vibre sur un prénom dès notre conception, notre naissance. C'est des sons vibratoires qui nous impactent beaucoup. Donc, quand on change complètement l'identité de l'enfant, on ne se rend pas compte de l'impact. D'ailleurs, on le voit chez certains enfants adoptés qui ont peut-être le sentiment, quelquefois, de changer de culture parce qu'ils sont adoptés, comme s'il y avait un bannissement de ce qu'ils sont, une culture qui est niée quelque part, des fondations, hein, des racines. Donc là aussi, ça peut être violent pour eux. Voilà. Alors, en fait, hein, faut pas oublier aussi qu'on croit toujours bien faire et qu'on pense toujours pour le mieux, pour l'enfant. On fait de notre mieux avec nos moyens du bord. Hein. Faut pas, voilà, faut le répéter là aussi. Donc, il y a ça aussi. Le père qui est, enfin, l'homme qui épouse la maman célibataire, fille-mère, elle va transmettre à l'enfant une capacité aussi à rebondir. On trouvera toujours des solutions dans la vie. Il y aura quelqu'un qui t'accueillera. Mais l'enfant, lui, il part avec une blessure initiale et qui va peut-être passer une vie à travailler. Hein, cette blessure de reconnaissance. Si mon père ne me reconnaît pas, comment je peux être reconnu par quelqu'un? Et il va passer une vie peut-être à douter, à tester son entourage, beaucoup, à voir si cet entourage l'aime quand même malgré tout ce qu'il est. Donc, il va peut-être accentuer ses défauts aussi. Ça, c'est intéressant aussi, hein. On sait que l'enfant adopté, par exemple, il pousse dans les retranchements ses parents adoptifs, un peu pour dire, mais vous m'aimez vraiment avec tout ce que je fais, parce qu'en fait, l'abandon initial est là. Et donc, il y a cette souffrance-là. Hein. Donc, voilà, ça va être, l'illégitimité, elle va être testée. Et c'est des enfants qui vont parfois se poser la question, qui est mon père? Donc, est-ce que c'est mon père qui a épousé ma mère et ils ont fait l'enfant avant? Et il y aura toujours ce doute-là, ce questionnement-là. Et donc, c'est des personnes qui peuvent se questionner pour beaucoup de choses. Est-ce que mon employeur m'estime vraiment à ma juste valeur? Est-ce qu'on m'aime réellement? Mais même sur le plan amical. C'est- Il va y avoir de temps en temps hein, cette ressurgence de doute. Et est-ce qu'au niveau clan, est-ce qu'au niveau clanique, s'il y a une reconnaissance, par exemple, on va garder tes exemples, s'il y a une reconnaissance de nom pour un enfant illégitime, donc, est-ce qu'au niveau du clan ou des êtres précédents du clan, il peut y avoir une reconnaissance de cet enfant inconsciente aussi?
de par l'identification du nom. Et est-ce qu'il est possible justement que ce clan, ce nouveau clan, puisse accueillir cet enfant dit et illégitime? Oui. Si oui, et quels Alors, sont les résultats, les impacts dans la réalité immédiate? oui. Ça sera d'autant plus facile que dans le clan où il y a des enfants illégitimes au-dessus. Si tu veux, le clan est habitué à intégrer des enfants illégitimes. Donc, l'accueil de cet enfant nouveau, à qui on va donner le nom, faut pas oublier quand même que donner le nom, c'est un cadeau. C'est quelque chose, on ne donne pas son nom à n'importe qui. Un homme qui accueille une femme comme ça et qui donne son nom, c'est comme si il accueillait, il le rend digne d'hériter. Hein. Voilà. Donc, rentrer dans un clan, on est digne d'être héritier un jour. Donc, il y a certains clans où ça va être un peu plus facile, et puis d'autres où le clan peut se scinder en deux. Où le clan, il y a une partie qui va accepter ce nouvel enfant avec le don du nom, l'accueil du nom, et d'autres personnes ou pour qui ça sera plus compliqué. Parce que peut-être que dans ce clan, il y a des problèmes d'héritage, de légitimité de justement avoir un héritage ou pas. Et donc, voilà, hein, ceux qui sont spoliés, par exemple, un peu plus haut, dans 4, 5 générations au-dessus, auront peut-être du mal à accueillir un enfant adopté, par exemple, ou est légitime, à qui on va donner un nom, parce que ça vient réveiller leur propre souffrance où ils n'ont pas reçu tout ce qu'ils avaient, tout ce qui leur était dû. Voilà. Donc, plus dans les générations, on va travailler les blessures, les souffrances, les failles, plus on sera à même d'ouvrir son clan et son cœur. L'enfant illégitime, il vient réveiller immanquablement des blessures qui n'ont peut-être pas cicatrisé à 100%. Voilà. Donc, ça vient donc justement euh, montrer le niveau d'acceptation, le niveau de frustration, le niveau de colère, de rancœur qui existe encore. Et là, ça vient frontalement titiller cet ensemble-là de souffrances. Voilà. Là, on parle d'enfants illégitimes, mais il y a d'autres vecteurs, d'autres facteurs de sentiment d'illégitimité. Il y a l'illégitimité professionnelle, Oui, l'illégitimité migratoire aussi, le oui, sentiment d'illégitimité migratoire. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Et oui. il y a aussi ce sentiment Oui, d'illégitimité par les traits caractéristiques. Quand dans une famille, finalement, tout le monde a plus ou moins les mêmes traits, l'enfant qui a des traits différents, des traits physiques et ou de caractères différents, peut se sentir aussi exclu de tout ça. ah, complètement. Euh, j'ai eu souvent cette réflexion, mais d'où je viens, mes frères et sœurs sont blonds aux yeux bleus, moi je suis la seule brune aux yeux marrons. Voilà. Hein. Donc, il y a un doute. Alors déjà, à une époque de l'enfance, on se pose quelquefois certaines questions par rapport à est-ce que c'est bien mes parents. Et là, les traits caractéristiques vont faciliter ou non hein, cette notion-là. Moi, j'ai rencontré le cas d'un couple qui avait adopté un enfant de race différente par rapport au clan. Et le clan était très, très raciste. Et cet enfant n'a jamais été accepté dès les premiers jours, dès les premières heures. Voilà. Et par loyauté, inconsciente bien sûr, ce bébé a été un bébé secoué. Il a dû être renvoyé à l'orphelinat parce que la maman ne le supportait pas. Et on a travaillé ce lien-là de loyauté au clan. Le clan le rejetait puisque c'était un clan entre guillemets raciste. Et par loyauté au clan, elle n'a pas pu supporter de créer son propre clan avec cet enfant et son mari.
et de peur d'être rejeté, exclu complètement de son clan d'origine. Voilà, ça c'était une des explications de son geste malheureux. Elle s'est sentie débordée par quelque chose qui de voilà. Alors il y avait d'autres pistes à explorer dans cette histoire, mais voilà, pour parler des traits, c'est vrai qu'un enfant, d'ailleurs, Boris Cyrulnik disait, quand j'entre dans une chambre de maternité, la maman me dit tout de suite, vous avez vu, il est beau mon bébé. Et tout de suite, automatiquement, elle parle d'un trait caractéristique. Il a mes oreilles. Il va avoir le nez de son père. J'ai reconnu le tempérament de mon grand-père. Parce que malheureusement, si cet enfant ne répond pas aux caractéristiques du clan, ne ressemble à personne, là, le doute s'installe profondément. Et donc, on a besoin de rattacher un bébé dès sa naissance au clan. Ça fait trop peur, non, autrement. C'est, voilà. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'il ne faut pas négliger parce qu'on peut avoir un caractère complètement différent du clan. On peut avoir des envies, des hobbies, un don. Hein. Moi, je vois beaucoup de personnes dès leur enfance euh, qui avaient des dons de médium, hein, qui s'est réveillé bien sûr tardivement et travaillé en tant qu'adulte, mais très tôt dans l'enfance, ces enfants-là se sont sentis à part, exclus, bizarres. Et donc, on ne pouvait pas, entre guillemets, leur faire confiance. Ils étaient atypiques, on ne les comprenait pas. Et on renforçait ce trait de caractère en leur disant. Et donc, eux ont souffert de ça, mais aussi se sont sentis avec quelque chose d'à part à justement travailler, nourrir, faire évoluer. Mais il y a vraiment eu chez beaucoup le sentiment d'être un extraterrestre, un ovni dans ce clan. Voilà. Mais Hein, donc ça ça, peut toucher des caractères ou des traits physiques, oui. après, le sentiment d'être un ovni ou d'être à part dans un clan, c'est pas forcément un signe de sentiment d'illégitimité. Ça peut être aussi une perception différente dans l'entourage. Faut aussi mettre les nuances Oui, pour que chacun puisse l'entendre. bien Et sûr. il y a ça qui est important. Moi, je vais revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux acceptations. Et il est quand même important d'avoir suffisamment d'alignement avec soi-même, beaucoup de conscience et beaucoup d'introspection pour être dans ces acceptations finalement. Aujourd'hui, on est fait d'un passé métamorphe, pluriel. Il faut se dire qu'on n'est pas né, notre clan n'est pas né ici et maintenant sans antécédent derrière. Et on voit quand même que aujourd'hui, les personnes ont plus d'aplomb, comment dire, de sérénité face à ça. Ou est-ce que c'est juste une Alors, perception autre? c'est une perception, peut-être que quand on évolue soi-même, quand on fait un travail sur soi, on rencontre de plus en plus de personnes en chemin aussi. Donc, on va sélectionner, entre guillemets, ou en tout cas, notre entourage se sélectionne de lui-même. Il y a des personnes qu'on ne rencontrera plus et d'autres personnes qu'on attirera pour travailler et aller un peu plus loin. Donc, on peut, en étant un petit peu plus sûr de soi et plus centré sur ce que l'on veut être et veut devenir, on peut rencontrer des personnes qui le sont aussi. Donc, Je pense pas que ça soit la majorité. on crée un nouveau clan finalement. Oui, on va s'approcher petit à petit, pour moi, hein, pour ma perception des choses, on s'approche de plus en plus de ce qu'on peut appeler une famille d'âme, une famille de cœur choisie, avec des éléments nourrissants de part et d'autre, des échanges riches qui vont peut-être nous démarquer de notre clan d'origine. Voilà, c'est pour ça peut-être que certaines fois on se sent complètement incompris et peut-être dans une certaine superficialité des échanges, voilà, qu'il faut accepter parce qu'on s'est incarné dans cette famille pour vivre certaines blessures et les transformer, les transmuter. Donc il y a ça aussi, cette acceptation de cette famille terrestre.
Donc ça, c'est important. Est-ce que je suis légitime pour venir bousculer mon clan? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit, justement, de ne pas vouloir bouger par rapport à leurs valeurs, leurs croyances, ce qu'ils estiment être juste et valable pour eux? Voilà, hein, c'est la question qu'on peut se poser là. Donc voilà, hein, il va y avoir cette notion-là. Est-ce que je ne suis pas quelquefois un imposteur, quelqu'un qui, voilà, qui vient prendre la place de quelqu'un qui aurait été plus légitime que moi? En même temps, c'est pas verbalisé. C'est Non, pas hein, pas. verbalisé, c'est pas conscientisé. On voit une personne qui va être dans l'image ou dans le vécu d'un Oui, enfant illégitime avec peut-être l'appropriation d'un nom d'un parent et d'un oui. clan qui n'est pas génétiquement le sien. On peut voir de grosses perturbations Ah émotionnelles oui, avec cette quête presque intense, incessante d'obtenir des réponses. Et souvent, ces enfants, ces adultes, parce que dans les oui, recherches, souvent les adultes se retrouvent face à des oui, murs complètement. en face. Donc, il y a une double violence. Oui, 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 il y a une violence. Euh, Ces enfants bâtards, par exemple, qui sont légitimés par le mariage de la maman fille-mère, on s'est aperçu dans pas mal d'exemples hein, que les enfants suivants dans la fratrie, donc les frères et sœurs, ne portent pas les mêmes prénoms, la même richesse ou la même forme de prénom. Il y a quelquefois une différence qui fait que pourquoi ce prénom, par exemple, simple, alors que tous les autres frères et sœurs ont des prénoms composés. Et c'est quelquefois par ce biais-là qu'on rentre dans l'histoire du secret, qu'on s'approche. Donc, on va les démarquer aussi. Ces enfants-là, ils ont des caractéristiques profondes sur le plan caractère. Ils vont se ressentir facilement rejetés ou facilement jugés, ou ils peuvent être acariâtres. Parce qu'en fait, tout enfant, on les a traités de bâtards, l'enfant de la faute. Autrefois, c'était ça. Il faut savoir que quand une maman est enceinte hors mariage, le bébé qui naît, elle verra toujours derrière lui la faute, si le clan l'a taxé de faute. C'est ça aussi. Et donc, même en grandissant, il va la renvoyer à une période de sa vie qui a dû être douloureuse pour beaucoup. Hein. Donc, voilà, en se remettant dans ce contexte, on arrive à mieux s'extirper après et à pouvoir évoluer dans une certaine acceptation, voilà, sans aller jusqu'au pardon, mais il y a ce côté-là aussi, d'accepter ce qui est, enfin. Voilà, et donc ça libère. Dans ce côté un petit peu des enfants avec ce sentiment d'illégitimité, il y a aussi, on le voit post-seconde Guerre mondiale, ces parents qui ont dû abandonner, entre guillemets, leurs Oui, enfants parce que c'était la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait des violences, parce qu'il y avait des bombes, et que ils ne pouvaient pas garder leurs enfants avec eux. Donc les enfants étaient mis dans des orphelinats. oui, Et il y avait aussi ce côté, ben, quand ils revenaient chercher leurs enfants, l'enfant ne savait plus oui, qui était quoi. Et là aussi, oui. c'est perturbant. C'est très perturbant. Il va y avoir aussi les enfants qu'on garde ou pas avec nous. Dans certains cas, parce que c'est un bébé de quelques mois, on va garder l'enfant avec, et puis les autres enfants sont emmenés à l'orphelinat et récupérés ou non. Voilà. Donc il y a un manque de vie vécue, de vécu ensemble c'est ce qui fait la trame de la famille. Moins on vit ensemble et moins on a de socle solide d'enracinement, de vécu, même si c'est douloureux, mais une trame familiale qui est présente. Voilà. Et donc, cette absence, ce blanc, dans, est difficilement récupérable. Alors, parmi les légitimes ou illégitimes enfants, il y en a qui ne seront pas récupérés et puis d'autres qui seront récupérés plus facilement. On sait que certains enfants
handicapé, même si c'était un handicap léger, n'était pas récupéré. Voilà. Il faut savoir aussi que pendant ces guerres, hier j'ai eu un exemple en consultation, où dans le clan, il y a un soldat allemand qui tombe amoureuse d'une Française. Et puis, ben, comme il était à l'armée, il a été obligé de partir, d'abandonner celle qui aurait pu devenir sa femme et son fils ou sa fille. Il a abandonné donc la femme enceinte. Et en fait, il y a un problème de légitimité qui circule maintenant dans les générations, d'injustice, mais aussi de beaucoup de doutes sur l'amour. Ce questionnement-là, c'était mon père aurait pu peut-être m'aimer, mon grand-père aurait pu aimer son enfant. Bref, il y a tout ce questionnement-là. Et la guerre a fait que les soldats ont le mauvais rôle. Souvent, oui, ils ont mis enceinte une femme et ils sont partis. Mais il faut voir aussi que certains, c'était à leur cœur et corps défendant. Et qu'il y a énormément de détresse chez ces soldats qui ont dû repartir dans leur pays, par exemple, et construire une autre famille en ayant toujours cette femme ou cet enfant dans la tête. Donc, il y a beaucoup de douleurs de part et d'autre. Il y en a qui ont abusé, oui, mais il y en a qui ont vécu des belles histoires et qu'on a niées. Et là, on peut rebondir aussi sur le sentiment d'illégitimité, parce que là, on parle des enfants depuis tout à l'heure, mais il y a aussi l'autre sentiment, c'est dans la situation de couple en soi, ce que Oui, tu disais au début, la difficulté hein, aussi, parce que pour certains, c'est compliqué. Pour certains, c'est compliqué d'avoir une vie comme on l'estime conventionnelle, oui. et parce que c'est difficile, ils peuvent être amoureux, amoureuses d'une ou deux personnes en même temps. Il peut y avoir un sentiment de séparation avec qui on doit ou pas être, par exemple. Oui, La oui. culpabilisation aussi qui va derrière dans le rapport à l'autre. C'est également la même perception, c'est l'illégitimité, le sentiment, pardon, d'illégitimité derrière. Et oui, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on se pose comme question souvent, c'est est-ce que cette personne va s'intégrer dans mon clan? Et donc, la présentation au clan, elle est très, très importante. Et tout de suite, on ressent si ça va le faire ou pas. Si cette personne est légitime pour rentrer dans le clan. Donc, il va y avoir ce ressenti, et d'ailleurs, certaines valeurs ajoutées hein, sont des pièces rapportées seulement. Alors qu'elles auraient pu ouvrir le clan sur quelque chose de nouveau, d'inhabituel. C'est ça le propre d'un mariage. C'est apporter du nouveau pour nourrir et enrichir le sang initial. Sinon, il se sclérose. On va Donc, il y a cette légitimité à acquérir dans le clan. D'ailleurs, quelques gendres et quelques belles-filles mettent des années, voire des décennies à être acceptées. Donc, la légitimité, elle vient aussi se nicher là, dans cette rencontre de clans. Alors, quand il y a des problématiques de prendre ta place, parce que la légitimité, là, vient rencontrer aussi le problème de place, bien souvent dans les clans initiaux des personnes, des deux partenaires de couple, il va y avoir une notion de place et d'illégitimité. Pourquoi je rencontre des difficultés à m'intégrer dans le clan de mon couple, de mon conjoint, si je n'ai pas déjà cette blessure, cette faille, cette difficulté dans mon clan? Et ça peut venir solutionner, parce qu'on sait bien que les partenaires sont là pour ça, pour nous aider à, à déconstruire ce qui s'est mal construit dans mon clan, à le voir d'un autre œil et puis guérir des blessures, les dépasser. Donc ça, c'est intéressant. Autre chose aussi, c'est que si par exemple dans le clan, il y a une personne, une tante par exemple, qui est restée célibataire, contre vents et marées, parce qu'elle s'est battue, cette femme-là. D'ailleurs, elle est taxée de cuisses légères, ben, on n'arrive pas à la dresser, elle fait ce qu'elle veut, etc. Et c'est peut-être une femme avant-gardiste qui a justement eh bien, combattu un petit peu toutes les lois familiales pour vivre sa vie, en acceptant des hommes quand elle le voulait, mais pas au quotidien, en n'ayant pas d'enfants,
en voyageant peut-être, en travaillant alors que les femmes restaient au foyer, etc., etc. Là aussi, est-ce que cette tante est légitime pour accueillir des neveux et nièces chez elle? Est-ce qu'on va lui confier ses enfants au risque qu'ils prennent le goût d'une certaine liberté? Et est-ce qu'elle est légitime pour transmettre? Parce qu'en fait, on parle de transmission, d'arbres, de transgénérationnel. Les personnes sans enfants transmettent aussi. Ils transmettent par le biais des neveux, des cousins, des voisins, peut-être des écoliers qu'ils ont en classe, ils sont enseignants, etc., etc. On transmet tout le temps. Donc là aussi, peut-être que dans ce clan, elle n'est pas légitime, cette personne, de par sa liberté d'expression et de vivre hein, sa vie. Voilà. Donc la légitimité, elle peut aussi se nicher dans quelque chose d'une loi qui a été dépassée, transmutée, euh, accaparée par la personne pour se la faire, elle, une loi, une croyance. Je suis capable et puis j'ai le pouvoir de transformer cette vie qu'on m'avait inscrite, qui était tracée, qui, voilà, j'étais dans l'ornière familiale et j'ai pu oser faire le pas de côté. Voilà. Hein, donc la légitimité, elle peut être là. Elle, alors de quel droit elle va donner des conseils d'éducation alors qu'elle n'a jamais éduqué? De quel droit elle va oser braver certains interdits? Et mes enfants qui regardent ça, est-ce qu'ils ne vont pas être influencés dans le mauvais sens si moi je suis restée dans l'ordre des choses établies par le clan? Oui, en effet, il y a vraiment tout ce paradoxe dans les perceptions entre les personnes qui vont oser s'affirmer. Hein. On prend des exemples féminins parce que ben, l'histoire nous a démontré quand même que ça reste des personnages féminins qui vont permettre de modifier certains dogmes et certains comportements plus que des personnages masculins qui, eux, Oui, vont être dans la continuité patriarcale involontaire. Hein, bien sûr, c'est purement, oui, purement éducatif. Et là, on est dans une démarche clanique. Euh, on va revenir aussi au côté peut-être génétique, transgénétique, historique. Et dans ces interactions entre différentes cultures, avec le côté migratoire, hein, il y a toujours eu au cours des siècles, il y a encore aujourd'hui oui, des, des alliances migratoires, volontaires ou involontaires. Et oui, est-ce qu'il est possible, grande question, que quelque part dans le clan, à un moment donné, si par exemple telle personne a tel antécédent en telle famille dans tel pays, à un moment donné, pour réhabiliter le clan, euh, plusieurs générations plus tard, elles choisissent de retrouver une personne qui aura vécu dans tel pays. Donc, un petit oui, peu le rapprochement clanique, ethnique. oui, 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 oui. Alors, ça se voit beaucoup dans les histoires d'amour cachées. Euh, Par exemple, un jeune militaire qui part au Maghreb faire la guerre. Il rencontre une femme là-bas parce qu'ils partent 18 mois, 24 mois, c'est long, un jeune homme, voilà. Donc, ils ont une histoire là-bas. Chez les descendants, il se peut qu'un des descendants soit irrésistiblement attiré par la musique de ces pays-là, sans savoir pourquoi. Ils peuvent être attirés par la culture, ils peuvent être attirés par la religion jusqu'à se convertir. Ils peuvent rencontrer un amoureux ou une amoureuse issue de ce pays. Et on va s'interroger en disant, tiens, c'est drôle cette alliance, ces deux conjoints-là, ce mariage mixte. Et en remontant, on va tomber sur cet amoureux qui a dû rentrer de la guerre en laissant cette personne-là. Alors j'ai eu le cas dans un atelier où le jeune homme, l'homme, a deux enfants. L'un des enfants dit, moi, je me marierai vierge
à une époque où aujourd'hui, ça se fait pas beaucoup. Voilà. Mais depuis tout petit, il disait, moi, j'arrive au mariage vierge. Et le deuxième, passionné de langues asiatiques, le chinois, le japonais, bref, tout, voilà, là-bas. Bon. Et quand il fait l'arbre, on tombe sur un ancêtre qui était marié, militaire de carrière, marié, des enfants en France, et puis il part en Indochine, ben, vivre sa carrière de militaire, continuer. La femme et les enfants restent en France, et donc lui, il part 1 an, 2 ans, il reste 8 ans, jusqu'à ce qu'il réintègre le foyer, puisque l'armée lui a dit, il faut bien rentrer un jour. Mais il est resté 8 ans, et il a fait une famille là-bas, avec des enfants qui sont nés de ce couple-là. Voilà. Et donc, les descendants étaient attirés par, en termes de symptômes du secret, en fait. Ils mettaient en scène dans leur vie la douleur du clan qui connaissait un peu l'histoire, mais s'en était bien gardé de le dire. Voilà. Donc, c'était tabou, complètement. Donc, le déchirement de cet homme aussi, parce qu'il faut remettre le contexte. Bien sûr, il y a une femme qui a été trompée, évidemment, oui. Mais il y a une femme aussi qui a été abandonnée, puisqu'il n'est jamais retourné là-bas. Il y a des enfants qui ont eu un père dont ils n'ont pas hérité, puisqu'ils étaient illégitimes. Et donc, cet homme était déchiré entre deux amours. Voilà. Donc, il y a la souffrance de part et d'autre qui fait qu'on n'en parle pas. Alors, oui, quand on a des hobbies bizarres, entre guillemets, des goûts pour une culture, une cuisine, etc., eh bien, peut-être quand ça devient récurrent, répétitif dans notre vie, c'est bon de s'interroger, voilà, d'où ça peut venir dans le clan. En enlevant bien sûr les effets de mode, hein, parce qu'on parle de goût culinaire, il y a aussi des effets de mode alimentaire. Mais là, la priorité, c'est de rappeler ça. Et dans ces mouvements migratoires, il y a aussi ben, le côté un peu culturel, le sentiment d'illégitimité dans la culture d'un pays, dans la culture d'un mode de pensée. C'est pas évident non plus. Oui, regardez le peuple juif comme il est stigmatisé à chaque fois, hein. Et donc, l'illégitimité, l'installation dans leur pays, etc., tout est compliqué. Parce que leur socle hein, d'origine est déjà dans une certaine légitimité contestée. Les familles migrantes et les migrations dans notre clan, elles peuvent aussi parler de frontières franco-françaises où une famille qui ne pouvait pas vivre, par exemple, en Corrèze, en Lozère, en Ardèche, etc., devait partir parce que les contrées étaient trop pauvres et ne suffisaient pas pour nourrir la famille. Et donc, l'émigration, à une époque où ça ne se faisait pas, où il n'y avait pas de train facilement, de voiture encore moins, voilà, hein, il va y avoir aussi ces départs, ces changements de racines. Et ça va venir interroger quand on arrive dans un pays d'accueil ou une région d'accueil, euh, comment je peux faire ma place? Comment je peux trouver, faire mon trou? Il y en a qui prennent racine très facilement parce que peut-être que dans leur clan, il y a une habitude de migration. Et puis il y en a d'autres qui ne pourront pas changer de clocher de village. C'est pas possible. Pour elles, c'est impossible. Eh bien, dans ces deux excès, il peut y avoir aussi ces mémoires-là de migration. Parce que ce besoin de s'enraciner à un endroit de façon viscérale et à ne plus en bouger peut venir réveiller des souffrances de migration, où ils ont tout perdu, où la nostalgie de l'avant, des couleurs, du ciel, des odeurs, des voisins, des habitudes, va être tellement prégnante que certains descendants vont soit avoir toujours une valise à la main, soit s'enraciner définitivement à un endroit. Et là, c'est viscéral, c'est dans les tripes, il y a une souffrance réelle. Voilà. Alors, euh, la honte est liée aussi au départ. La culpabilité de venir prendre place dans un village. Aujourd'hui encore, dans certains villages, on reste étranger même si on y vit depuis 20 ans ou 30 ans.
hein, c'est noté, c'est dit. Hein. Donc, quelquefois, il faut au moins 5 générations et encore, on sera toujours des étrangers. On porte en nous les mémoires de nos ancêtres qui ont migré. Voilà, il y a une personne récemment qui me disait, moi, ma grand-mère, elle traversait le village, elle était espagnole et elle était cailloutée tout le long pour aller à l'école. On lui balançait des cailloux. On les appelait les Italiens les macaronis, etc. Vraiment, ils ont été très très mal reçus, un peu comme les migrants d'aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est pas nouveau ça. Hein. Donc il y a ces séquelles aussi, hein, ces souffrances aussi d'accueil. C'est des personnes chez les descendants qui peuvent se poser la question, est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai le droit de prendre le boulot de certains? On leur a fait comprendre et sentir qu'ils prenaient la place et le travail. Voilà. Hein. Donc il y a ça aussi, hein, cette humiliation aussi, beaucoup d'humiliation. C'est, c'est, euh, c'est un parcours de violence, hein, la migration. Parce que qu'elle soit souhaitée avec notre tête et notre mental, c'est raisonnable de partir parce qu'on ne peut plus vivre là. Le cœur n'est pas forcément d'accord. Et donc, les racines sont perdues. Ça, c'est une évidence. Il y a un enracinement qui se perd et une solidité intérieure qui demande à être travaillée énormément sur plusieurs générations. Il faut savoir que ceux qui migrent ne sont pas dans les émotions. Ils n'ont pas le temps de les travailler, les élaborer, de les digérer. Eux, ils sont dans l'urgence de il faut un toit, il faut vivre, il faut se nourrir, il faut gagner de l'argent. Donc, pour eux, c'est les descendants qui porteront leurs émotions. Et souvent exacerbées parce que plus on avance dans les générations, plus ça s'amplifie en fait le phénomène. Et là, tu parles de migration, on va dire, volontaire ou involontaire, professionnelle ou familiale. Il y a eu aussi les migrations militaires euh, Oui, pendant de nombreux siècles. Toutes oui, ces troupes militaires qui étaient réquisitionnées et qui étaient envoyées dans d'autres pays. Tu parlais tout à l'heure bon, des oui, officiers allemands en mettant l'exemple, mais même des siècles en arrière. Et il y a eu à oui, chaque guerre des officiers qui étaient pris d'un pays pour envoyer sur un autre front. Et ils avaient une migration militaire obligatoire aussi. Donc oui, là, il y a également un décalage supplémentaire parce qu'il devenait l'envahisseur, il devenait la violence euh, aux oui, populations présentes. Et en oui, même temps, il y avait, comme tu le dis, ben, des implantations, des histoires d'amour, des personnes qui s'installaient là pour ou longtemps ou un peu moins longtemps. Et nous sommes faits aujourd'hui de ce métissage. complètement. Je crois que personne sur cette planète ne peut certifier Oui, d'une absence de métissage. oui. Ah oui, 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 tout à fait. On est imprégné, nos cellules sont imprégnées de toutes ces histoires. C'est pour ça que quand il y a un clan ou un couple ou une famille qui est récalcitrante à la nouveauté, c'est peut-être qu'il y a une souffrance qui n'a pas été suffisamment élaborée dans leur histoire d'origine. Et si cette souffrance est travaillée, l'accueil se fera. En fait, la rencontre fait que ça va créer des étincelles parce que ça demande à être de part et d'autre travaillé. Et ça, c'est intéressant de le voir de ce côté-là, avec cet angle de caméra. Mais souvent, on le refuse, cet angle de caméra, Eh ben c'est-à-dire oui, qu'on va rester dans notre perception oui. obtuse, De conventionnelle, légitimité, en fait. voilà, mais de civilisation essentiellement Oui, occidentale, parce que ça reste là aussi la oui, perception commune. Et je me répète, nous sommes faits tous sans exception, peut-être complètement. peut-être quelques exceptions quand même, mais Eh oui, majoritairement, nous sommes faits tous de métissage. Donc de complètement. ces mémoires claniques, de ces sentiments d'illégitimité, de ces Oui, sentiments d'invasion, on est fait de tout ça, on oui. est construit Et de de tout ces ça. événements historiques qui ne sont pas forcément tous clôturés définitivement lors de l'armistice, par exemple.
Et donc, il va y avoir des guerres qui vont laisser des sentiments de rancœur, de revanche, de désir de revanche, de violence donc sous-jacente. Et les populations sont imprégnées de ça, sont imprégnées de ce que les chefs d'État ont obligé. On le voit très très bien sur les pieds noirs qui ont dû rentrer contraints et forcés parce qu'en fait, il a été déclaré qu'il ne pouvait plus rester. Voilà, que c'était voilà. Ça peut être aussi regarder les liens, les harkis, la difficulté de laisser ces gens-là en sachant qu'ils allaient vivre des violences terribles. Voilà, et les liens s'étaient tissés. Donc, voilà, on est baigné là-dedans. Et donc, historiquement, ça remonte. Il y en a qui parlent encore des victoires ou des défaites de Napoléon, qui sont restés dans certains clans très, très, très vivaces encore. Donc, voilà, tout n'a pas été digéré. C'est pas parce que l'armistice est signé que tout va super bien après. Pas du tout, pas du tout. On le voit très bien aussi aujourd'hui que certains Allemands ou Allemandes ne sont pas acceptés dans certains clans français parce que c'est encore trop douloureux et il y a eu trop de pertes, de souffrances et donc de peur d'accueillir l'ennemi à la maison. Voilà. Donc, dans ces migrations, ça vient toucher aussi un problème d'identité. Qui je suis? Quand je m'installe dans un nouveau village, je vais dire que je suis, voilà, dans ce village, citoyenne de ce village. Et il y en a qui vont dire, ah non, vous ne pouvez pas porter ce nom-là, vous venez d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir l'identité, qui je suis. Donc c'est bien de dire que je suis terrienne, tout compte fait, c'est ça. Ça élargit le spectre. Je suis complètement Voilà. d'accord avec toi. Nous sommes des terriens, nous habitons l'univers. Oui, tout à C'est fait. un peu universaliste. Après, Oui. chacun a aussi la possibilité, le droit et la légitimité de Et la préférer une légitimité. origine, de préférer un pays, un village, une nation, une famille ou autre. Complètement. Complètement. Et si tu veux, ça rassure en fait. Quand on se sent légitime à un endroit, ça nous donne une assurance, une confiance en soi, une solidité intérieure. Hein, donc ça, c'est important aussi de voir où on se pose. Est-ce que je m'enracine bien et est-ce que je me sens suffisamment en sécurité extérieure et intérieure pour pouvoir participer au monde et donner et recevoir, etc. Donc la légitimité, elle vient compacter aussi cette confiance intérieure. C'est ça qui est intéressant, hein. Et donc ça va venir nous nourrir, hein, notre estime de soi, etc. Et du coup, notre développement. Et c'est là où c'est très important, et je dirais que c'est même peut-être la synthèse de tout ça, c'est ce sentiment de sécurité, d'ancrage ou de Oui, centrage que l'on recherche tous aujourd'hui, hein. Les principes de bien sûr. développement personnel sont un petit peu basés autour de ça. On nous rappelle qu'il faut s'ancrer, qu'il faut travailler sur soi, même si le mot travail est un petit peu Oui, galvaudé. mm, Il y a vraiment toute cette prise en charge, peut-être même exagérée, peut-être oui, par moment. oui, Mais là, c'est une autre histoire. L'intérêt, c'est de se rappeler que la priorité, c'est peut-être de se dire que dans nos sentiments d'illégitimité, peut-être pas forcément verbalisés, il peut s'identifier dans notre quotidien par une déstabilisation, une oui, disharmonie, un manque de confiance, oui. un manque de... Déséquilibre. Oui, Mm, c'est oui, ça. oui, oui, oui. En fait, on peut être on le voit bien, par exemple, chez les enfants de diplomates ou de militaires qui, tous les 3 ans, par exemple, déménageaient. Il y avait un temps d'adaptation. D'ailleurs, ce qui a été envoyé aux descendants, c'est une adaptabilité facile, une, euh, une facilité d'entrer en contact. Mais quand certains enfants étaient trop en souffrance de ces changements répétitifs, ils pouvaient devenir rigides. Donc, il y a aussi ce côté
je peux me sentir légitime à un endroit et avoir le droit de faire mon trou à cet endroit-là, même si c'est pas les racines du clan, même si c'est temporaire. Il y en a qui sont en caravane, en camping-car et qui se sentent légitimes à tout endroit de la terre. Et puis d'autres qui auront besoin de solidité matérielle autour. Voilà. Donc, notre légitimité, elle vient contacter aussi notre capacité à nous ouvrir au nouveau ou pas. Et ça vient parler de notre histoire, qui a été plus ou moins résolue, travaillée ou, voilà, ou dépassée, hein, ou en tout cas, transmutée, en tout cas. Voilà. Hein, c'est dans ce sens-là. J'ai le droit d'être là. Mais voilà, hein, il y en a qui ont du mal à se poser à se dire ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est j'ai le droit d'être là, j'ai ma place ici, C'est ici ça. et maintenant, dans cette vie, dans ce clan, même si c'est pas forcément les parents biologiques, même si c'est pas forcément l'époux, l'épouse légitime, c'est se rappeler que la culpabilisation derrière tout ça, finalement, elle est induite par les mémoires transgénérationnelles, essentiellement. Oui. Et puis, euh, en fait, la légitimité, elle vient contacter une capacité à accueillir notre différence. C'est-à-dire que je peux être légitime dans un poste en faisant complètement différemment de mon prédécédent, je sais pas quoi. Et donc, l'idée aussi, c'est je suis légitime d'élever mes enfants de façon différente du clan. Je suis légitime pour entrer dans ce poste en ouvrant au possible d'autres façons de faire. Hein. Donc, il y a ça aussi. La légitimité, c'est l'accueil du différent, de l'autre, de quelque chose qui est nouveau. Donc, je suis légitime aussi à faire différemment du clan, à faire, euh, euh, à faire évoluer les générations sur du possible. Voilà. Ça- Bien, en tout cas, je te remercie pour tous ces éclaircissements, même si on va dire que c'est illimité dans les Complètement. interprétations. Chaque cas, chaque situation est unique, chaque clan est unique. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Tu vas me dire si c'est ouvrable ou pas dans tes réponses. On va mettre en avant un enfant né d'un couple illégitime et qui, arrivé à l'âge adulte, apprend qu'il a une autre fratrie, par exemple, Mm, et que mm. cette autre fratrie ne l'a jamais connue, il n'y a pas de lien. Est-ce qu'il y a un impact émotionnel quand il y a des décès dans cette autre fratrie, dans cet autre clan inconnu, émotionnel, physique ou inconscient? Est-ce qu'il est possible, voilà, qu'il y ait des impacts? Oui, oui. En fait, il y a des impacts sur le sens que l'enfant peut-être euh, se pensait enfant unique et qui s'aperçoit qu'il a des demi-frères et demi-sœurs. Donc la donne change complètement. Quand la rencontre se fait tardivement à l'âge adulte, hein, eh bien, il va y avoir une acceptation que oui, il y a une deuxième famille, qu'on n'a pas voulu me faire suffisamment confiance, ou en tout cas on m'a caché ça. Donc il y a aussi l'ouverture du secret, la révélation, le choc, et puis comment je tricote ma vie maintenant en accueillant cette nouvelle famille qui fait partie de moi aussi. Mais il peut y avoir Donc du rejet aussi de l'autre côté. complètement, il peut y avoir du rejet. Il va y avoir, alors souvent, c'est quand il y a des héritages. D'ailleurs, quand on retrouve des familles, la première question qui est posée, c'est est-ce que tu viens pour l'héritage? Bien souvent, il y a cette notion-là. Hein. Donc, voilà. C'est pas forcément qu'il y a beaucoup d'argent, mais un héritage, c'est une transmission à quelqu'un du clan, une légitimité qui est accordée aux héritiers. Voilà. Et donc, il peut y avoir un rejet total. Mais de toutes les façons, qu'il y ait accueil ou rejet, il y a une souffrance de ce qui n'a pas été dit et vécu avant. Il y a un blanc. Il faut apprendre à se connaître. Il faut se dévoiler petit à petit. Et d'ailleurs, si c'est par exemple un père qui a eu deux familles,
il va y avoir euh, une mise en commun des histoires pour voir comment ça s'est vécu. Et donc, on s'aperçoit dans certaines familles qu'il y a eu un parallèle. Le père qui faisait les mêmes cadeaux au même âge aux enfants, etc. Il peut y avoir de ça. En tout cas, il y a une souffrance de ne pas avoir été dans la confidence. Et peut-être que les enfants sont plus accueillants que les parents dans leur rigidité de la loi, de la légitimité, de ce qu'il faut faire, pas faire, le jugement en fait. Voilà, voilà, ça c'est souvent récurrent ça. Voilà. Oui, parce que ce qui peut ressortir quand même dans la majorité des cas, c'est le rejet. C'est Oui, le rejet de la reconnaissance et le rejet de la reconnaissance du parent, oui, mais également de la fratrie, de l'autre famille, de l'autre fratrie. Un réel rejet, une réelle distance qui peut être extrêmement violent finalement complètement, pour la personne. Parce complètement, que là, on n'est plus dans la dimension de l'enfant, c'est vraiment pour la personne, ça peut être extrêmement complètement. violent. Oui, complètement. Et c'est des personnes qui doivent revisiter toute leur histoire familiale parce qu'il leur manquait des éléments. Et donc, en fait, elles relisent les événements. Par exemple, ah mais oui, mais mon père, là, par exemple, il était absent pour telle fête. On n'avait pas compris pourquoi. Et donc, tout est relu et revisité. Et c'est pour ça que ça crée de la souffrance. Parce que ce qu'on croyait figé, écrit, transmis, eh bien, il faut tout refaire et tout réécrire différemment, avec voilà, la perception de la souffrance d'avoir été trompé, trahi, peut-être humilié. Hein, il y en a qui ont ce sentiment-là, de ne pas avoir été dans la confidence, etc. Donc, la légitimité, elle vient toucher aussi ça, Et dans la configuration, il y a aussi le cas où l'enfant ou l'adulte peut être rejeté par les deux parents, avec complètement. un poids de culpabilité qui est transmis à l'enfant de par la mère, par exemple, et un poids de rejet de par le père, par exemple. Ça peut être l'inverse aussi. Complètement, complètement. Oui. Là, le rejet des deux parents, ça vient, l'ancrage au sein de l'enfant intérieur, hein, intérieurement, euh, ben, doit être travaillé au quotidien toute sa vie. Parce que vraiment, il n'a pas les socles du départ qui l'aident. Hein, donc là aussi, c'est hyper douloureux. Euh, j'ai eu récemment un témoignage d'une dame qui a appris en regardant le livret de famille que en fait sa mère ne l'avait pas reconnu. C'était marqué mère inconnue. Elle n'avait jamais demandé son livret de famille, ni un extrait, voilà. C'était noté, noir sur blanc, mère inconnue. Et le père est allé à la mairie déclarer l'enfant. Donc lui, il apparaît sur le livret de famille, mais la mère n'apparaît pas. Donc là, la souffrance, voilà, elle a appris ça très tardivement. Et donc, elle est allée trouver son père pour voir un petit peu euh, pourquoi. Et bon, incapable d'expliquer quoi que ce soit. Et voilà, la souffrance à ce niveau-là. Oui. Est-ce que du coup, je suis légitime dans ma vie, dans ce plan? La reconnaissance qui n'est pas accordée dès les premiers jours, c'est hyper important. Hein, ça marque une vie. Je crois qu'on Voilà. a un petit peu exploré tout le champ des possibles. Alors, bien sûr, il y a d'autres questionnements qui peuvent apparaître. J'invite à ceux qui nous regardent ben, à ne pas hésiter à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, je te remercie infiniment, Hélène, encore une fois, de ce Daniel. beau partage. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur des sujets aussi passionnants qui nous ramènent à l'intérieur de nos cellules, qui nous ramènent à Mais l'intérieur de nos oui, histoires oui, et et de nos qui, ressentis. Hmm. voilà, des fois on peut se dire oui, mais ça appartient au passé, c'est pas grave et tout. Et en fait, non, c'est extrêmement important de pouvoir Oui, réveiller, réactualiser et prendre conscience de tout ça pour pouvoir le modifier, le transformer, le oui, c'est transmuter. ça, tout à C'est fait. ça. Oui, oui, c'est une force. Même si c'est des sables mouvants, on trouve la force au fond. Hein. Regardez la fleur de lotus, hein, elle vient de la vase. Hein. Et donc, voilà, même si c'est vaseux,
on arrive à quelque chose de solide intérieurement petit à petit. En tout cas, encore une fois, je te remercie, Hélène, parce qu'on aura de nouveau l'occasion de faire des choses ensemble, ça, je n'en doute pas. Je sais que les sujets sont illimités aussi quand il s'agit Complètement. de Ouais. transgénérationnel. Et encore une fois, je rappelle, si vous avez des questions à poser à Hélène, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous. Je sais que tu les lis également. Et Hmm, peut-être, voilà, ça permettra d'éclairer d'autres angles que l'on n'aura pas abordés là, même si tout on a à essayé fait. d'être le plus large possible. C'est un sujet tellement présent, tellement, Oui, voilà, je crois que nous sommes tous concernés par ce sentiment-là à un moment donné de oui, notre existence, pour certains plus oui, longtemps que d'autres, mais nous oui, sommes c'est là, vrai. nous en sommes là. Oui, tout à fait. Oui, oui. En tout cas, Merci. voilà. Je te dis au revoir, je vous dis à tous au revoir et à très vite. Au revoir. À très vite. Au revoir.